Quand on parlait de tokenisation en 2019, tout le monde nous regardait avec des yeux en spirale en disant c'est quoi ce gadget et c'est pas sérieux. Quand Larry Fink de BlackRock dit que le futur est à la tokenisation et que l'ETF Bitcoin n'est que le premier pas sur un tremplin qui est la tokenisation et que tout sera tokenisé sur blockchain, tous les actifs du monde, là on le prend au sérieux. Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jean-Marc Jacobson, fondateur de Realty. Salut Jean-Marc. Bonjour Laurent. Je suis très content, très honoré de t'avoir avec moi. Alors aujourd'hui, je voudrais te poser un certain nombre de questions sous forme globalement de deux parties. J'aimerais qu'on parle vraiment de la genèse de Realty, mais également de votre parcours dans l'immobilier qui existe depuis les années 90, si je ne me trompe pas. Et puis, j'aimerais également qu'on parle de la plateforme Realty aujourd'hui et des perspectives, des projets qui vont arriver en 2024 et 2025, sachant que personnellement, sur ma chaîne, j'ai une audience d'un côté qui ne connaît pas obligatoirement bien Realty, mais d'un autre côté, déjà des investisseurs qui ont déjà pas mal investi sur la plateforme. Donc, j'aimerais un petit peu jongler entre ces deux parties. Alors, déjà, pour commencer, je vais peut-être te laisser te présenter, ça sera peut-être le mieux. Avec plaisir, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici et de partager ma petite science avec tes auditeurs. Donc, je suis Canadien, de Québec, donc j'ai travaillé la plus claire de mon temps à Montréal. Dans les années 90, pour ceux qui ont un certain âge, ils se souviendront que dans les années 90, au Québec, il y avait cette discussion de faire sécession de la fédération et donc de devenir indépendant de la fédération canadienne, de devenir un pays autonome, ce qui a créé un vent de panique qui s'est caractérisé par des déménagements de quartiers généraux de compagnies de Montréal vers Toronto. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce qu'il s'en est suivi comme conséquence une vente de tout ce qui est immobilier. Tous les anglophones commençaient à vendre leur immobilier dans le Québec, dans la province du Québec, pour investir dans l'Ontario principalement. L'immobilier a chuté de façon dramatique. C'est à ce moment-là que mon frère et moi avons décidé d'investir dans l'immobilier. On était jeunes, mais c'était facile puisque tout le monde vend. C'était facile, il y avait des opportunités absolument incroyables. Notre raisonnement, c'était de se dire, on est à 1 heure de Toronto, 1 heure de New York, 1 heure de Boston, ça va, l'immobilier ne va pas bouger. C'était ça notre raisonnement. Les choses allaient très, très mal. Il n'y avait pas une grue. L'année où on a commencé à investir, il n'y avait pas une grue dans la ville de Montréal. Et on a investi effectivement à des prix qui ont défié toute concurrence et tout entendement même. Il y avait des cas où on a acheté un immeuble de 78 unités dans le downtown de Montréal, dans ce qu'on appelle le ghetto de McGill, c'est-à-dire le ghetto étudiant, hein, c'est des beaux immeubles, c'est pas un ghetto, mais pour $1, on a juste repris une hypothèque très difficile. Le gars, il s'en sortait pas, on a repris une hypothèque compliquée, très difficile, c'est vrai. On a payé une unité pour un immeuble de 78 unités hyper bien placé. C'est des choses qui sont inimaginables aujourd'hui. Donc, on a grandi à partir de là. On a acheté à tour de bras, on était les seuls, même les avocats nous disaient, vous êtes sûr que vous voulez investir à Montréal? Vous êtes bien jeune, vous ne voulez pas plutôt Toronto? Mais ça nous a formaté pour toutes nos acquisitions dans le futur. C'est-à-dire que quand on achète de l'immobilier dans un endroit défavorisé ou quand la situation économique va mal, mais qu'on croit que cet endroit a un potentiel dans l'avenir, même si on ne s'y connaît pas très bien en gestion, on peut faire toutes les erreurs dans le livre. Le marché vous porte. Si on achète au plus haut du marché, il faut vraiment être un expert en gestion parce que chaque erreur coûte et retarde la rentabilité à plusieurs années. Donc, oui, on a fait des erreurs au début, on était jeunes. Hein. Donc là, à ce moment-là, justement, vous avez bénéficié de deux choses. Vous utilisiez de l'effet de levier, j'imagine, peut-être pour emprunter massivement et donc acheter des lots supplémentaires. Et après, vous avez développé une expertise dans la gestion locative, si je ne me trompe pas, sur ces parts qui grossissaient d'année en année. Ça. Donc, on a commencé par, avec la banque, hein, avec l'argent de la banque, à acheter. On achetait à des prix tellement, parce qu'il y avait ce vent de panique, donc on achetait tellement facilement qu'on a grandi rapidement. Et on gérait nous-mêmes, on a décidé de gérer nous-mêmes notre portefeuille immobilier. Donc, on s'est retrouvé après à en gérer, pas que le nôtre, mais on s'est retrouvé à gérer 18 000 unités
à travers le Canada, enfin le Québec, le Canada et les États-Unis, parce on s'est étendu après. Donc, on a vraiment eu un grand portefeuille immobilier pendant à peu près 10 ans, 11 ans. Et donc, on a vraiment développé cette expertise de gestion et d'optimisation de gestion avec les softwares. Les softwares au début, fin des années 90 et années 2000, le software était une aide, et puis c'était surtout le programme comptable qui faisait un peu office de software de gestion. Moi, dans notre compagnie, on a vraiment développé un software custom-made, fait sur mesure pour la gestion immobilière. Et ça nous a vraiment aidé à être optimisés jusqu'à ce que finalement, d'autres compagnies ont fait mieux que nous et puis on a décidé de changer. Mais pendant quelques années, on avait cet avantage aussi. Ça, c'est intéressant, de toute façon, d'avoir des outils informatiques qui permettent voilà, de cadrer les Mais choses, d'avoir un absolument. vrai suivi des dépenses. Pour la comptabilité, pas mal de choses. Donc, du coup, vous avez gardé ce parc de manière un certain nombre d'années, plus de 10 Plus de ans, 10 et ans. après, vous Plus de avez 10 ans. revendu une partie après du parc ou une grosse partie Une pour grosse partir partie. sur d'autres projets, si j'ai bien compris. Mais en fait, on a revendu une très grosse partie dans les années 2007, donc avant la D'accord. crise de 2008. Donc, tout le monde pense que c'est un coup de génie. C'est pas du tout le cas. D'abord parce que c'était juste circonstanciel. On a eu des offres d'un gros fonds, un REIT qui est venu nous faire des propositions en 2007. Le temps de faire la transaction, il y en avait beaucoup, beaucoup. Donc, le temps de faire les transactions, ça a mis plus d'1 an et demi. Donc, on s'est retrouvé 2008 à la fin, début 2008 à peu près. Quand il y a la crise immobilière, de 2008, donc la crise en général que tout le monde connaît. Alors, c'est vrai que tout ce qu'on a vendu aux États-Unis, c'était béni parce qu'on a vendu au meilleur moment possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, l'immobilier a commencé à flamber à partir de 2008, a flambé en hauteur, a grandi de façon dramatique. Donc, quand les gens disent bravo, Jean-Marc, vous aviez vu, c'est pas vrai. D'un autre côté, on a bien vendu, on est tous très contents, ça s'est bien fait, mais c'est vrai que l'immobilier à partir de 2008 a pris beaucoup de valeur parce que justement, le Canada avait des lois très différentes des États-Unis et du reste du monde sur la possibilité d'emprunter. Ce qui fait qu'il n'était pas à risque. Et c'était le seul pays comme ça qui n'a pas souffert de cette crise. Donc, bon, ça c'est… mais il n'y a pas de regret à avoir. On a bien vendu, on a bien acheté, on a bien vendu. Et il vaut mieux vendre. Et ça, c'est une règle de vie. Il vaut mieux vendre 20 fois, 100 fois tout le temps trop tôt qu'une fois trop tard. C'est une règle de vie. Je Il n'y a comprends. pas de « oh, j'aurais dû le garder, j'aurais fait plus ». Non, si on a fait un profit, il ne faut pas regarder en arrière. C'est bien. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Mais en fait, on a continué pendant quelques temps, pendant 3 ans presque, à faire que des opérations au lance-pierre, des opérations de marchand de biens. On achète, on rénove, on revend, on fait des fixeurs-uppers, on achète dans un endroit qu'on pense être qui a beaucoup de potentiel de croissance et on attend. Mais c'était pas, on n'a pas créé une foncière, on n'a pas créé un portefeuille, on a juste attendu. Jusqu'à ce qu'en 2011, on a toujours eu un côté un peu geek, mon frère et moi, on découvre par hasard, c'était pas par hasard. Le fait est qu'on voulait faire un projet qui était de pouvoir vendre de l'or en ligne, des parts d'or réellement en ligne, donc rendre l'or liquide. Le problème, c'est que c'était déjà fait, ça avait déjà été fait par des compagnies comme eGold et d'autres qui ont mal fini. Mais en faisant ces recherches, on a découvert quelque chose qui s'appelait Bitcoin. On se demandait c'est quoi, il faut se remettre à l'époque, 2011, c'était au tout début. Et Il 2011, il n'y avait pas grand-chose. n'y Effectivement, avait pas c'était le grand-chose. tout début, les prémices, hein, ça c'est sûr. Je veux dire, le Bitcoin était à peine à 1 $. Ouais. Donc, voilà. Et on s'est mis dedans, puis on a essayé on s'est dit pourquoi pas, on a essayé de miner avec notre portable. C'est plus qu'un petit software gratuit, hein. Ça n'a pas très bien marché déjà fin 2011, début 2012, ça n'a pas très bien marché, même pas du tout. Donc, on a acheté une carte graphique, parce qu'à l'époque, on minait avec des cartes graphiques. Et on s'est lancé dans le mining de Bitcoin. Et de là, d'une carte graphique avec l'argent qu'on avait revendu à l'époque sur Mt. Gox, c'était le seul échange vraiment qui était liquide et qui existait. Donc, on a revendu les bitcoins qu'on avait minés pour acheter 2 autres cartes graphiques, puis 16, puis 60, puis 200, puis 2000, jusqu'à ce qu'on ait 7 data centers remplis de cartes graphiques qui faisaient que du minage. Donc, on a amené le mining, on était parmi les premiers mineurs industriels de Bitcoin aux États-Unis. Ouais, c'est ça, vous étiez vraiment précurseur, des pionniers sur cette partie-là, effectivement. Très Absolument. intéressant.
Et on est devenu passionné parce qu'on a créé la première ambassade Bitcoin au monde. En 2013, on a dédié un des immeubles qu'on avait dans notre portefeuille sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal à la C'est à communauté Montréal, Bitcoin. ouais, c'est ça. C'est à À Montréal, Montréal, ouais. absolument. Sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, un petit immeuble de 3 étages, mais il était dédié entièrement à la communauté Bitcoin. Tous les Bitcoiners pouvaient venir là-bas travailler gratuitement. Il n'y avait pas de loyer à payer, il y avait Internet. Et c'était devenu une sorte, le premier incubateur Bitcoin au monde. On faisait des meet-up. Hein. Le but était quoi? Le but était d'évangéliser Bitcoin. Le but était de parler, d'éduquer sur la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain? Pourquoi est-ce que Bitcoin est révolutionnaire? C'était ça le but. La seule condition qu'il y avait pour pouvoir rentrer dans l'ambassade Bitcoin, c'était d'accepter de donner des cours 1 heure par jour. Alors, il faisait des tours, il y en avait plusieurs, mais chaque personne devait faire au moins 1 heure par jour de cours sur qu'est-ce que blockchain gratuitement. C'était ça le but. C'était vraiment du partage, de l'échange, monter en compétences et puis voilà, voir les perspectives potentiellement et voir l'avenir tout simplement. Imaginez à l'époque, faire du marketing coûtait plus cher que donner un Bitcoin à des gens, à des passants en disant voilà, maintenant vous avez un Bitcoin, je vous transfère un Bitcoin sur votre truc, vous êtes Bitcoiner, venez, apprenez ce que c'est, prenez des cours, vous verrez, c'est le futur, etc. Donc quand on pense à tout ce qu'on a donné en Bitcoin au début et qu'on voit la valeur que c'est maintenant, on se dit bon, peut-être qu'on peut les rappeler et dire ça peut revenir, non? Et pendant cette période, vous continuez un petit peu l'immobilier? Un petit peu, Alors, j'imagine, quelques opérations, parce qu'il y a le réseau qui s'était créé, j'imagine, quand les alors, opportunités arrivaient ou ce genre de choses? on faisait plus d'opérations au Canada réellement, on faisait des D'accord, opérations en Floride. Beaucoup, Miami, Wynwood. Mon frère vivait là-bas, moi j'ai vécu là-bas pas mal de temps aussi. Donc, d'accord. comme on était sur place, on a fait des opérations immobilières là-bas. C'était des opérations, encore une fois, c'était des opérations d'achat et on tient et on maintient, mais pas très nombreuses, ou achat, on répare, on rénove, on améliore et on vend. Il n'y avait pas de création de foncière à proprement dit Oui. jusqu'en 2015, je pense. 2015, parce que il y a eu ces nouvelles un peu qui ont fait le tour de la planète, mais la ville de Détroit avait fait faillite. Et une ville qui fait faillite aux États-Unis, c'était la première et la seule jusque-là. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, c'est évident que la ville allait très, 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 très mal. On a attendu quelque temps que la ville reprenne, qu'il y ait des gros investisseurs qui reviennent, comme Gilbert, etc. Et nous, on a décidé d'investir là-bas, à ce moment-là. Et parce que ça va mal. Et encore une fois, je reviens sur le fait que notre expérience immobilière de Montréal, où on a investi quand ça allait très mal, nous a formaté sur notre façon de faire. C'est pour ça aussi qu'on a identifié et sélectionné Détroit, parce que justement, ça allait mal, parce que justement, il y avait des opportunités d'acheter à bas prix. Est-ce qu'on était expert dans l'immobilier subventionné ou dans l'immobilier de classé à Détroit à l'époque? Non. Mais comme ça allait très mal, on pouvait acheter à des prix absolument incroyables et faire toutes les erreurs de gestion dans le livre à l'époque. Maintenant, on est vraiment experts. On ne les fait plus, ces erreurs. Ce qui est intéressant derrière cela, c'est Montréal et peut-être Détroit. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un process similaire sur le fait d'attendre vraiment que ça se casse la figure, qu'on revoit un petit peu une dynamique se relancer, comme tu l'as dit, sur Détroit, où il y a voilà, des gros acteurs qui interviennent, qui commencent à investir, et là, ça y est, il y a l'étincelle qui arrive, et on se dit, c'est peut-être le moment, il faut y aller maintenant. C'est exactement comme ça qu'on opère maintenant. C'est C'est ça. exactement ça notre modèle. Alors, c'est notre modèle, ça ne veut pas dire que c'est le seul, ça ne veut pas dire que mais c'est vraiment comme ça que Rémi et moi nous opérons. Absolument, oui. Bien sûr. Ayant déjà fait de l'immobilier également, je sais très bien que la bonne affaire, elle se fait quand même déjà à l'achat. Après, bien sûr, il faut des Exactement. compétences, savoir vendre à un moment donné, savoir assurer une bonne gestion locative pour avoir de bons locataires. Mais effectivement, il faut acheter voilà, bas parce que c'est voilà, la plus-value, on se la fait déjà à l'achat. À Une l'achat. petite question d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai entendu voilà, il y a quelques mois la ville de Birmingham qui était quasiment en faillite. Est-ce que ça vous intéresse peut-être, on en reparlera tout à l'heure, voilà, d'autres pays, mais vous scrutez, j'imagine, à Oui, l'échelle mondiale, mais oui. déjà peut-être au niveau de l'Amérique du Nord, voilà, toutes les villes où il y a de vraies difficultés Où il y a des financières. vraies difficultés, où les gens commencent à partir, où les gens ne veulent pas regarder. Généralement, quand on peut acheter facilement, c'est là où il faut acheter. C'est que les gens vendent. J'aime pas rentrer dans les batailles de surchauffe ou attention, moi je te préviens, si tu m'achètes pas tout de suite l'immeuble, j'ai un autre acheteur derrière. Genre, allez, allez, qu'ils le prennent. Qu'ils le Oui, prennent. C'est que c'est pas pour moi. Moi, je te fais une faveur en achetant ton immobilier. C'est comme ça c'est que je ça. veux le faire. C'est facile,
C'est facile. J'aime ce qui est facile. Et ça permet après d'avoir une vision tranquille de l'immobilier. Quand on fait de l'immobilier, la règle de base, c'est du long terme. Il faut se projeter dans l'avenir. Ce n'est pas une rentabilité rapide. On ne travaille pas sur une volatilité immédiate. C'est du long terme. Donc, quand on achète bas, et on achète quand même bien placé, il suffit d'attendre. Et si on a acheté à bas prix, si on a bien acheté, comme tu l'as si bien dit, la plus-value se fait à l'achat. Si on a bien acheté, ben vous savez qu'on a les reins solides. On attend. Et d'ici le cycle de 10 ans, l'immobilier, faut accepter qu'un cycle, c'est 10 ans. Alors, il y en a qui disent non, c'est 6 ans, c'est 7 ans. Lancez-vous sur 10 ans. Et ben, dans les 10 ans, il y aura un très bon profit. C'est assez évident. Et si on prend des tranches de 10 ans à peu près partout, on le retrouve. Donc là, les premiers biens, c'était vers 2016-2017 sur Détroit que vous avez Alors, commencé à réinvestir? Nous, on a démarré en 2016 et on a D'accord, lancé Realty sur Détroit parce qu'on avait une expertise à oui, ce moment-là, on connaissait bien, sur Détroit en 2019. d'accord, donc il y a quelques années. Et quel a été l'élément déclencheur justement de la création de Realty? Qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a… Voilà. Quand est-ce que les voyants sont passés au vert pour la Ouvert, création? Parce que c'est quand même un projet particulier, novateur, et ça, c'est intéressant d'avoir un petit peu l'historique. mais avec plaisir. Donc, ça coule de source, en fait. Ça, il y a une logique derrière tout ça. On a découvert, notre passion, c'est l'immobilier, notre expertise, c'est l'immobilier. On vient du monde immobilier. On a découvert, un peu par accident, Bitcoin. On s'est pris de passion. Notre but était toujours de pouvoir rassembler la blockchain et l'immobilier. Toujours. Rapidement, on a découvert que la monnaie n'est qu'une application de la blockchain et pas nécessairement la plus intéressante. Aujourd'hui, on parle de tokenisation d'actifs réels. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ben, il se passait surtout que la blockchain Bitcoin est très difficile à programmer. Est survenu Ethereum quelques années après. Ethereum permet d'avoir des contrats intelligents et donc de programmer la blockchain, donc de créer des tokens. Donc la technologie était devenue possible pour tokeniser de l'immobilier. Mais on ne s'est pas lancé à ce moment-là. Pourquoi? Parce que même si la technologie finalement existait, le juridique n'existait pas. C'est bien beau de dire mon token représente de l'immobilier, mais si juridiquement il n'y a rien derrière qui le garantit, bon ben c'est ma parole. C'est un contrat. Et le jour d'expérience dans l'immobilier, tout va bien tant que ça va bien. Dès qu'il y a un problème, tout le monde change d'avis. Donc, on ne voulait pas se lancer dans la tokenisation juste sur un contrat, sur la parole. Il fallait que le système juridique endorse le concept de token. Et ça, c'est survenu en 2018 aux États-Unis par un précédent. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Hein. Il y a des précédents juridiques qui font que ça devient loi. Où un juge a admis qu'une personne qui avait un token représentant une part sociale d'une LLC avait réellement cette part sociale. C'était un contrat, il l'a reconnu, il a dit non, non, vous êtes vraiment le propriétaire, donc vous avez le droit et les gens contre qui vous vous battez, ben, ils ont tort. Point. Vos autres associés, ben, ils doivent vous reconnaître comme associés. Et donc, il a reconnu le token comme étant une part, comme étant juridiquement une vraie part d'une LLC. Fort de D'accord, ça, donc c'est… ah ben ça y est, ça c'était la porte ouverte. Ça, c'était les valves. Je pense que même personne ne s'est rendu compte de ce que ça représentait réellement. Parce que je pense que le juge avait dans sa tête quelque chose de contractuel, le droit du contrat, tandis que là, c'est devenu, ça y est, donc nous, ben, on a fait la même chose, on a créé des LLC au début, puisque c'était plutôt local, hein, c'était national et pas international. On a créé des LLC, on met un immeuble dedans, une propriété dedans, et on tokenise les parts de cette LLC, comme ça a été reconnu, ça devient, donc par l'entremise d'une LLC, une LLC, c'est l'équivalent d'une SARL, hein, par l'entremise d'une SARL, ben, vous êtes propriétaire d'une propriété, puisque la SARL ne détient qu'une propriété. Finalement, quand on a grandi, la SARL est un outil merveilleux pour le marché national, mais pour le marché international, ça ne l'est pas. Donc, on a dû changer au concept de C Corp, donc des SA. Mais encore une fois, dans ce cas-là, on tokenise des actions et non plus des parts sociales. C'est la même chose. C'est le même fondement juridique. Donc, on devient, c'est juste que l'administration est plus lourde, mais ça, on en parlera une autre fois. Mais donc, ça devient un. Donc, c'était devenu le modèle de Realty. Et avec ça, donc, on a D'accord. pu tokeniser des biens. Mais la tokenisation était la première étape, Laurent.
C'est bien beau de dire on tokenise, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on se donne la peine de tokeniser? Quel est l'avantage de tokeniser un bien? J'ai un token, d'accord. Quelle est la différence entre un token et une action? Une part de SCI. L'idée derrière était vraiment d'utiliser votre expertise et de pouvoir démocratiser justement l'accès aux Alors, biens, tout simplement, ouais, c'est ça. alors, c'était ça le premier but, exactement. Le premier but, c'était de dire, dans un premier temps, on va donner accès à ceux qui ne peuvent pas. Donc, à partir de 50 $, n'importe qui peut profiter de notre expérience. L'immobilier nous a apporté beaucoup, hein, et on est toujours reconnaissant. On a un dicton, on a développé un dicton. Si on s'occupe de son immobilier, l'immobilier s'occupera de toi. Tu t'occupes de ton immobilier et l'immobilier s'occupera de toi. Dans les moments les plus difficiles, et c'est évident dans une vie, on en a toujours, heureusement que l'immobilier était là. D'accord. Et on est très reconnaissant et on voulait pouvoir permettre à tout le monde, les plus jeunes inclus, d'investir dans l'immobilier. Malheureusement, ça n'a pas du tout intéressé les plus jeunes, hein. Je le dis tout de suite. J'ai été à mon université, à Brun, donc j'ai été là-bas. J'ai commencé à faire un petit speech. Voici, vous êtes jeune, c'est le moment d'investir dans l'immobilier. Vous pouvez le faire à partir de 50 $. Profitez-en. Ouais, pas du tout. J'en ai pas eu un. Ils sont pressés, ils aiment, voilà, ils veulent des gains rapides, mais ça marche pas comme ça. L'immobilier, c'est Et puis du avec 50 moyen long $, comme terme. dit Monty, il préfère faire la fête. Point. C'est tout, c'est aussi bête C'est que sûr. ça. Et tu peux nous donner quelques éléments clés justement là autour de Realty aujourd'hui. Donc c'est 50 $ globalement pour l'accès à un token, Oui. un rendement moyen, on va dire entre 7 et 10-11%. Vous avez beaucoup de propriétés déjà Alors, également? on compte en termes d'unités, c'est-à-dire le nombre de Ouais, portes, c'est-à-dire un immeuble pour en avoir 30, une maison pour en avoir une. Mais on compte en termes d'unités, on a à peu près 1660 unités. Donc, d'accord. ça devient un portefeuille intéressant. On parle de plus de 100 millions de dollars de valeur. On a à peu près 16 000 token holders. On est dans 154 pays. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, on donne accès. C'est vrai, c'était la première chose. Mais après, la tokenisation permet d'aller plus loin, puisqu'on parle de chiffres clés. Le rendement au début a démarré à 13%, parce que Détroit a donné du 13%. Aujourd'hui, à Détroit, on est à 9%. On arrive à avoir du 10%, mais c'est dans le cas de duplex, et il faut faire des rénovations, c'est du travail, on ne les a pas de la même façon. Mais c'est comme ça, c'est le marché qui évolue. Mais le token permet donc l'accès, mais il permet aussi, comme je l'ai dit, on est présent dans 154 pays. On a des token holders dans 154 pays. Ça permet l'internationalisation. Comment acheter en 3 clics ou en 4 clics de l'immobilier dans un autre pays? Il n'y a que le token qui permet de faire ça. Rien d'autre. C'est ça. Donc, la deuxième argument, premier, accès. Deuxième, internationalisation. Troisième, liquidité. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que si vous êtes frileux, je vous dis, moi, je n'ai pas 50 $ à perdre, je suis désolé. Mais au moins, l'avantage, c'est que le token permet d'avoir une liquidité. Vous pouvez le revendre. Le revendre directement à Realty si vous voulez, mais il y a des frais. Ou le revendre sur un marché secondaire, il n'y a pas de frais. C'est gratuit. Donc, et ce marché secondaire existe. Il en existe plusieurs, mais celui qui est open source que l'on a créé, c'est le YAM, You and Me. Et il est profond et réactif. Donc, vous pouvez vraiment le revendre. Et ça, c'est assez exceptionnel. On a eu des token holders qui ont vendu pour 60 000 $ d'immobilier en même pas un mois. Donc, Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute manière, pour avoir utilisé également le YAM personnellement, c'est vrai que c'est vraiment un super outil. Il y a des choses intéressantes. Il y a, bien sûr, il faut être présent, il faut regarder un petit peu. C'est un marché secondaire, évidemment, mais c'est vraiment un outil clé et qui participe à la puissance de Realty. Donc ça, c'est clair que je peux qu'inciter voilà, les spectateurs à aller jeter un œil parce qu'effectivement, il y a les nouvelles propriétés qui arrivent régulièrement toutes les semaines, mais le YAM aussi permet d'avoir une vision un petit peu différente de certaines fonctions et possibilité également d'acheter des tokens intéressants sur des propriétés qu'on n'a pas pu avoir peut-être au début, tout absolument, simplement. absolument. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée, c'est tout ce qui est sur blockchain et tout ce qui est, etc. Mais la réalité, c'est que il y a tellement de protocoles qui apparaissent dans la finance décentralisée que le but après, c'est de pouvoir potentialiser un token en utilisant ces protocoles. Donc le YAM, le fait de pouvoir avoir un marché secondaire de gré à gré, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est de pouvoir emprunter non pas contre la propriété elle-même,
mais contre son token. Donc, on peut avoir un effet de levier contre son token avec, nous, ce qu'on appelle le RMM. Le RMM, on dépose son token, on le nantit, et on emprunte un certain pourcentage de la valeur de ce token en argent qui nous permet d'acheter d'autres tokens. Et tout ça aussi, ça se fait en 3 clics. On n'a pas à attendre de soumettre un dossier, de négocier avec la banque 3 mois, de le remplir. On dépose, on emprunte, on rachète, on dépose, on emprunte, on rachète. Ça se fait en quelques clics. C'est une révolution en matière immobilière. Il n'y a que la tokenisation qui le permet. Rien d'autre. Donc, les avantages de la tokenisation, ils sont multiples et on en est au début. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver par la suite. Alors, j'ai une petite question également vis-à-vis du marché. Aujourd'hui, quels sont les risques globalement autour de l'activité Realty? Il y a sûrement potentiellement, comme toujours, un risque sur le marché de l'immobilier. Est-ce qu'il y a un risque autour des devises, de la partie blockchain? Sachant qu'on n'a pas parlé aussi de la Gnosis Chain tout à l'heure, on pourra en reparler, mais effectivement, quels sont pour toi les risques autour, voilà, pour un investisseur qui aurait de la curiosité, qui aurait envie d'investir et qui se pose un petit peu cette question avant d'investir? D'accord. Alors, pour un investisseur international, il y a 2 risques principaux. Le risque immobilier, parce qu'à la base, on achète de l'immobilier. C'est la base, hein. Oui. Donc, si l'immobilier augmente, tant mieux. Si l'immobilier suit à des moments difficiles, eh bien, on va le vivre en même temps, sachant qu'on aura probablement sa rentabilité, mais quand on est là, c'est de l'équité qu'on vend, donc on est propriétaire. Il y a des moments où il n'y a pas de locataires, il y a des moments où les locataires doivent être remplacés, on doit rénover, donc il n'y a pas de rentrée d'argent pendant un certain temps. Tout ça, ça fait partie du risque. Et si on pense que l'immobilier aux États-Unis, dans la ville qu'on a choisie, ne va pas être porteuse, bon, ben voilà le risque. C'est le premier risque. Deuxième risque, on achète l'immobilier dans la monnaie du pays. Dans notre cas, c'est le dollar US pour les propriétés américaines. Donc, si jamais on revend et le dollar US à ce moment-là, on vend avec un bon profit de plus de 20%, on imagine, mais que la devise US a dévissé de 30%, bon, bah, par rapport à l'euro, ceux qui ont des euros, bah, ils se retrouvent pas heureux. Donc, il y a le risque de la devise, deuxième risque. Ensuite, les autres risques, je dirais que le risque systémique de juridique, le risque tout ça, de technologique et tout ce qu'on veut, c'est des risques qui disparaissent de plus en plus. Il n'y en a presque plus. C'est pas le risque que l'on avait au tout début. Aujourd'hui, ça se normalise, la technologie devient mûre, il y a des règles à suivre, bien sûr, mais ça devient mûr. Et le juridique suit à très grands pas, même en Europe, surtout en Europe. Alors, j'avais une autre question à te poser, un petit peu une question qui a été posée aussi par ma communauté vis-à-vis de l'expansion à venir de Realty. On voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de sujets clés pour se diversifier, aller dans d'autres zones géographiques. Une question que j'ai vraiment envie de te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, votre problématique numéro 1, tu vas me dire que c'est peut-être sûrement un peu tout, est-ce que c'est plus une problématique de fiscalité juridique sur certains pays, d'analyser cela de nouveaux marchés? Est-ce que c'est vraiment de trouver de bonnes opportunités, donc de cibler de bons marchés immobiliers, voilà comment. Alors peut-être pas Panama, mais il y a Saint-Louis, il y a pas mal de choses. Ou est-ce que c'est vraiment une dernière composante, et je sais que ça va te parler aussi, c'est peut-être une composante plus humaine, d'avoir des équipes support locales pour trouver des bons interlocuteurs, des bons intermédiaires pour aller chercher voilà, de bons projets. Alors, je vais démarrer dans le pays national, donc les États-Unis. Il suffit pour nous, c'est vraiment le problème de bien identifier notre cible. On aime grandir parce qu'on appelle des cercles concentriques. On a choisi Détroit, on a grandi. On a choisi Chicago, à un moment on a grandi, on a arrêté. Parce que je pense qu'il vaut mieux attendre maintenant avec ce qu'on a. Et là, on a identifié Saint-Louis. Pourquoi? Parce que Saint-Louis va super mal. C'est une superbe ville qui est pleine d'art, de musique, d'histoire, etc. Il y a beaucoup de criminalité. Beaucoup. C'est une ville dangereuse. Ça va mal. Les gens ne veulent plus acheter. Bah, c'est là où moi, je suis tout à fait pour acheter. Quand les gens veulent bien vendre facilement, moi, j'achète facilement aussi. Donc, on a identifié Saint-Louis qui a un potentiel immense. Et on le croit vraiment. Donc, on s'est mis là-bas. Maintenant, quand il s'agit de l'international, investir à l'international, effectivement, on est expert en immobilier dans un pays, souvent dans une ville. C'est pas une expertise qui s'exporte facilement. Donc, déjà, il nous faut les bons partenaires. Déjà, les bons partenaires, les équipes, les trucs. Je vais pas venir, par exemple, en France et dire je suis expert immobilier à Paris. Voilà, c'est pas possible. Donc, il y a ça, certes, mais le problème surtout, d'abord et avant tout, il n'est pas fiscal, il n'est pas partenariat, il est juridique.
quelle est la reconnaissance d'un token dans la nouvelle juridiction où on aimerait acquérir de l'immobilier. En Europe, puisqu'on parle d'Europe en ce moment, en Europe, on peut tokeniser une société qui détient un bien immobilier. Impossible de tokeniser l'immobilier directement, où que ce soit dans le monde aujourd'hui, mais on peut détenir une société, la tokeniser. Seulement voilà, il n'y a absolument aucun avantage à tokeniser une société parce qu'on n'a pas accès à un marché secondaire, on ne peut pas le créer, il faut des licences particulières qui sont très difficiles, on ne peut pas on ne peut pas le distribuer comme on veut, donc on achète un token et on est bloqué avec jusqu'à la revente du bien. C'est pas si intéressant que ça. Il n'y a pas toute cette puissance qu'est le token disparaît. Il vaut mieux avoir une action, il vaut mieux avoir une part sociale. Il vaut mieux avoir un investissement traditionnel à travers une SCPI. Ceci dit, en Europe, il y a une volonté d'aller de l'avant à l'échelle harmonisée européenne qui s'appelle, il y a des initiatives européennes pour reconnaître, tester, voir ce qu'est la tokenisation. Et cette initiative s'appelle le régime pilote. C'est le nom, régime pilote, qui permettrait justement, par exemption, par projet, chaque projet est indépendant, et chaque projet, quand on a accepté dans le régime pilote après avoir fait une grosse application, Realty est en cours, ne l'a pas encore soumise, elle est en cours d'application. Une fois qu'on l'a, par projet, on peut dire j'ai besoin de telle ou telle exemption. Ça dure 3 ans, ce test, renouvelable sur 3 ans. Et après, l'Europe décidera, bon, ben, finalement, on aime bien, ou finalement, on n'aime pas, ou finalement, on aime bien, mais avec des conditions ici et là, et on va légiférer. Mais c'est bien, c'est une bonne approche. C'est génial. Moi, je suis pour ça. Le problème, c'est que l'application est très onéreuse et très difficile. Je le dis, c'est vraiment plus difficile que ce qu'on pensait. Mais ça permet aussi d'avoir des acteurs sérieux. Une fois qu'on a ça, là, la tokenisation prend tout son sens. Et au moins, ce sera fait avec des acteurs sérieux et lourds. Ben, vous savez quoi? Je pense que c'est une bonne approche. Donc, Realty ne peut pas faire de tokenisation en Europe aujourd'hui. La fractionnalisation est possible. La tokenisation ne l'est pas. Donc, tous ceux qui se lancent dans la fractionnalisation immobilière, ils ont raison. Ils ont raison. Tous ceux qui font de la tokenisation aujourd'hui en Europe, c'est un peu tôt. Voilà. Une fois qu'on a le régime pilote, on le fait. Et le potentiel, la puissance du token sera révélée à ce moment-là. Nous, on peut le faire sur les titres américains seulement. Et bien sûr, d'Amérique latine comme au Panama, dans certains pays, attention, le Chili, on ne peut pas. Il y a des pays où on peut, il y a des pays où on ne peut pas. Ça dépend. Alors, par contre, il n'y a pas d'harmonisation en Amérique latine. Il n'y en a pas du tout. Pas du tout, zéro. Donc, du coup, votre souhait, il est à plusieurs niveaux. Effectivement, au niveau des États-Unis, vu qu'il y a un cadre voilà, juridique qui est clair, c'est plutôt aller chercher des marchés et puis, bien sûr, se baser sur des humains locaux au niveau de Saint-Louis et autres. Et après, côté Europe, c'est peut-être d'être un petit peu patient, de continuer à travailler, j'imagine, pour attendre un petit peu les… Voilà, on travaille le juridique. C'est un travail juridique d'avocat, c'est tout. D'accord. Et après, côté Panama, donc là, il y a des choses qui se lancent. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu de mots. Oui, tout à fait, avec plaisir. On avait démarré une première propriété au Panama parce qu'on avait trouvé une maison dans un resort très sympa, qui avait une assez bonne rentabilité. C'est la séduction, on a trouvé ça super. Et il n'y a pas eu beaucoup de traction. Et on s'est rendu compte parce que c'était à cause du mot Panama. Panama Papers, c'est le scandale, qu'est-ce que le fisc va dire? Oh là, moi je ne vais pas investir là-bas, ça semble louche. On s'est dit, bon, on va arrêter, on ne va pas en refaire. Et cet hiver, j'ai passé une semaine de vacances au Panama, avec mon frère d'ailleurs. Écoutez, je vous assure que le Panama, c'est pas ce qu'on pense. D'abord, le Panama est passé de la liste noire à la liste grise et en octobre dernier, octobre 2023, à la liste blanche. Donc, elle coopère avec le anti-money laundering, tout ce qui est, elle échange des données, tout ce qu'on veut. Donc, elle est déjà sur liste blanche, donc ça change beaucoup. Mais surtout, autant Miami est devenue une ville qui a explosé, qui est luxueuse, qui est l'opulence, c'est des prix qui suivent, autant Panama et Panama City et les resorts autour de Panama, certaines villes, ont ce feeling de Miami des années 80, des années 80, 70, 80. Il y a tout à faire, c'est le moment. Alors, ceux qui sont venus il y a 30 ans, oui, effectivement, ils ont fait beaucoup d'argent déjà, mais la réalité, c'est que c'est un bon moment aujourd'hui. Panama est merveilleux. Panama, c'est un paradoxe, c'est entre le modernisme et ce qui est roots.
et ce qui est encore bon, ben, un peu un pays en voie de développement, des infrastructures, des tours hyper modernes avec des loyers, pas des loyers, avec des salaires, mais qui sont inimaginablement bas, Oui. des resorts de grand luxe avec des resorts qui sont hyper roots, écotourisme et tout ce qu'on veut. Il n'y a pas un parasol, il faut amener vraiment aucun confort, mais c'est magnifique. Et il y a la jungle, il y a les montagnes, il y a la mer, il y a l'océan, il y a le canal, il y a des choses à visiter. C'est fantastique. Et nous, on a décidé qu'on investirait là-bas. Et donc, on s'est dit, bah, on va essayer de relancer Panama avec la communauté Realty, voir si ça plaît. Si jamais ça plaît pas, tant pis. Mais si ça plaît, c'est quelque chose, on pense, qui, dans 10 ans, si c'est pas nous, ça sera pour nos enfants. C'est de l'immobilier, mais ça a un potentiel incroyable, le Panama. Et j'encourage ceux qui nous écoutent à aller en vacances là-bas pour voir d'eux-mêmes. Voir d'eux-mêmes. Après, c'est souvent ce qu'on dit également en France. Il y a 2 visions dans l'immobilier. Il y a l'immobilier aussi rendement extrême, mais il y a aussi l'immobilier patrimonial et notamment au Panama, voilà, il y a cette perspective d'avoir une vraie croissance du bien, voilà, sur moyen long terme. Donc ça, effectivement, c'est un type de marché particulier, mais qui a du potentiel, effectivement. Enfin, par rapport à ce que vous dites, on le voit, on le cerne, clairement. Alors après, je voulais, donc l'Europe pour bientôt, peut-être pas en 2024, peut-être 2025, j'imagine il y a un 2025 process plus. qui plus 2025. J'ai une petite question moi parce que je sais que vous avez voilà, une vraie, voilà, quelque chose d'humain dans vos communications. Vous faites un community call, d'ailleurs je le dis pour les personnes qui me suivent sur cette chaîne, 1 semaine sur 2, voilà, il y a un community call en français, donc n'hésitez pas, vous avez une chaîne YouTube, donc à rejoindre cette chaîne pour vous suivre bah, toutes les semaines, hein, que ce soit en anglais ou en français, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qui vous pousse justement aujourd'hui à voilà, à fédérer cette communauté, à vraiment communiquer énormément sur votre quotidien, sur vos difficultés, sur vos réussites? Qu'est-ce qui vous amène voilà, à cette transparence par rapport bah, à tous les token holders et tous les investisseurs sur Realty? Alors, on a une très grande transparence sur nos aventures, mes aventures, sur nos délais et tout depuis le début. Euh, En fait, ça vient vraiment du côté blockchain qui se veut être transparent, décentralisé, où on peut tout auditer, voir tout. On s'est dit, on va essayer de répliquer cette philosophie dans Realty. Et on s'est pris au jeu. Et on s'est pris au jeu, la communauté a bien aimé. Ça crée de temps en temps une gestion complexe aussi, parce qu'il y a des demandes qu'on a empruntées, ils ne comprennent pas certaines des décisions, mais on doit avoir cet échange. C'est une façon de gouverner et de mener une entreprise qui est innovante et qui a une grande satisfaction et qui permet à chacun de se sentir impliqué aussi. Et puis, ça permet aussi de voir que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile. Il y a plein de choses, j'ai dit, ça vient pour demain, ça vient pour le mois prochain. 2 ans après, on l'attend encore. Hein. C'est comme ça. Je veux dire, c'est ça les problèmes. Ou des projets qu'on s'était dit, on va le faire maintenant, et finalement, on s'est rendu compte, l'idée est bonne, la réalité ne l'est pas. Et on a investi, et l'investissement est perdu. Donc, effectivement, et il y a aussi de très bonnes choses, mais l'entrepreneuriat, pour ceux qui nous suivent, bah, ils l'ont vécu avec nous, et on essaye d'avoir toujours le sourire, mais il y a des moments où c'est quand même difficile. Hein. Ouais, c'est pas simple. Donc, il y a toute une compétence, effectivement, c'est pour le dire aussi pour mon audience, il y a toute une compétence côté immobilier, donc il y a la partie fiscale, juridique qui est importante, mais également toute la partie informatique, parce que je crois que vous avez une équipe, alors je ne sais pas combien vous avez de personnes dans votre équipe informatique gérée par Mickaël, mais effectivement, dans la roadmap, on voit bien qu'il y a beaucoup de projets en cours, beaucoup de développement à faire. Bien sûr, il faut que ça soit cadré, voilà, expertisé et validé, c'est important. Et du coup, vis-à-vis de l'équipe de Mickaël, on voit bien qu'il y a un petit peu sous l'eau, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quels vont être les prochains projets qui vont sortir en 2024-2025? Quels sont un petit peu aussi les projets clés pour le développement du business de Realty, que ce soit peut-être autour du RMM, parce que je crois qu'il y a ce gros projet qui devrait arriver, mais peut-être d'autres projets également auxquels tu tiens, qui vous tiennent à cœur, Jean-Marc, enfin Rémi et toi. Alors, Realty est vraiment une société qui est à l'intersection de 3 industries. L'immobilier, il faut avoir l'expertise immobilière parce que l'immobilier, c'est quand même le cœur de notre investissement de base. On va faire de la tokenisation d'autres actifs réels par la suite, mais l'immobilier, à la base, les tokens, ils ont de l'immobilier. Donc, il faut vraiment avoir cette expertise. Deuxième pilier, la technologie. Évidemment,
tu l'as mentionné, Laurent, on est dans le cutting edge de la technologie, c'est la blockchain, c'est les protocoles blockchain. On a mis le RMM et le YAM, il y a la version 3 du RMM qui est un gros morceau pour nous, qu'on espérait livrer fin 2023, à Noël 2023. On est quoi, le 15 janvier? Il n'y a toujours pas de RMMv3. On attend des retours d'audit, du code, on attend des trucs. Et plus on fait, plus on découvre de petites choses à faire. Ça fait partie de ça. Mais oui, il y a toute l'adaptation des protocoles de finance décentralisés qu'on aimerait amener au token holder. Et la roadmap, elle est agressive. Aussi bien d'avoir différents types de tokens. Aujourd'hui, on a des tokens qui représentent de l'équité, donc des parts, mais on voudrait avoir différents types de tokens, 3 pour être précis. On voudrait lancer notre token de gouvernance cette année, ou du moins la MVP, la version minimale de notre token qui est évolutive de gouvernance, qui donnera beaucoup de pouvoir éventuellement au token holder sur la gestion d'une DAO. DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization, parce que Realty, dans 5, 8, 10 ans, veut évoluer vers une DAO. Et finalement, le troisième pilier de Realty, c'est les valeurs mobilières. Donc, on a vraiment 3 industries en une société. Les valeurs mobilières, c'est le juridique, c'est la compliance, c'est ce qui permet au token d'exister aujourd'hui de façon légale. C'est difficile. Tu m'as demandé le nombre d'équipes qu'on a à Realty. À Realty, on est à peu près 25 maintenant, je crois. Oui, à peu près 25. Dans l'immobilier, on est une autre vingtaine. Mais à Realty, la majeure partie des employés se divisent entre la tech et la compliance. Pendant un moment, on avait plus de personnes en compliance qu'en technologie. Il faut imaginer un peu le travail que c'était. Aujourd'hui, ça y est, on est à égalité compliance et technologie. Et je ne veux pas parler. Et puis, Michael, il faudra l'interviewer un jour parce que Michael aussi a des ambitions dont je ne soupçonne même pas l'existence. Il a des fois, il me parle de choses. Je dis d'accord, on verra plus tard parce qu'il faut que je rattrape. Je fais semblant de savoir de quoi il parle. C'est la passion. Je vais lire après. Passionné. Exactement, je vais lire après. Ah oui, c'est une bonne idée. Vis-à-vis des tokens, donc token gouvernance, c'est pour un petit peu donner une certaine autonomie, j'imagine, aux propriétaires de tokens. Les autres tokens, après, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, il y avait le token Y, si je ne me trompe pas. Exactement, ça fait partie des tokens Y. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le token, c'est un token d'équité. Donc, vous avez de l'immobilier, vous avez l'expérience propriétaire, vous avez le revenu, vous avez la hausse de l'immobilier avec le temps, mais des fois, il n'y a pas de revenu, des fois, ça peut baisser, des fois, ça peut être du long terme. C'est l'expérience qui peut ne pas plaire à tout le monde. Le token Y, c'est quoi? C'était de dire très bien, le but, c'est pas de la rentabilité sur le long terme, c'est pas même pas du long terme, le but, c'est du court terme, 1 an à 2 ans max. On achète des biens, on fait l'opération marchand de biens avec. On achète, on rénove, on loue, on stabilise et on revend. Et le profit va directement au token holder. Point. C'est simple, c'est direct, il n'y a pas de rentabilité, c'est payé à la fin, c'est un profit. Ça, c'est le projet. Ensuite, on en a d'autres, par exemple, de faire l'inverse du token Y. Avoir qu'une rentabilité fixe, prévisible, agressive, sur du long terme. Par contre, les aléas de l'immobilier sont effacés. La hausse, vous n'en avez pas. La baisse, vous n'en avez pas. Et si jamais il y a un défaut, vous vous retrouvez avec de l'immobilier qui vous est transféré à 80% de sa valeur, dans le pire des cas. C'est quand même sympa. Ouais. C'est sécurisant, effectivement. Alors, tout ça, c'est du travail parce qu'il y a le concept, il y a le juridique derrière qui doit suivre, les PPI, les prospectus, les machins trucs. Et après, il faut adapter la technologie pour pouvoir gérer tout ça. Et joindre la technologie au programme comptable. Voilà un peu les démarches qu'il y a avant de pouvoir lancer un tel truc. Ça fait plein de petits projets, effectivement, pour l'année 2024. Donc, Oui. le RMM prochainement, si j'ai bien compris. Après les tokens, donc les nouveaux tokens, on verra ça sûrement en 2024-2025. J'avais une question également. Quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait
commencer à investir sur Ilti. D'ailleurs, je rappelle, voilà, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, que je mettrai un petit lien en description, voilà, pour pouvoir vous inscrire donc, sur la plateforme. Mais quels conseils, quelle manière tu proposerais voilà, à une personne qui voudrait découvrir la plateforme? Parce que je sais qu'il y a le walletless, il y a la possibilité de passer également par des wallets type MetaMask ou autre. Je sais, voilà, par rapport à ma communauté, notamment Telegram, que certaines personnes ont éprouvé quand même certaines difficultés. Donc, quelle serait pour toi la méthode, voilà, pour commencer à investir 50 euros, enfin 50 dollars, pardon, pas grand-chose pour mettre un pied, tester tout simplement, parce qu'il y a plein d'outils, il y a un vrai écosystème à découvrir. Voilà. Quelle serait la manière la plus simple de commencer à investir et d'acheter tout simplement un premier token? Alors, moi, je recommande de démarrer avec ce qu'on appelle le walletless. Le walletless, c'est une interface 2.0 sur une technologie Web3, sachant que c'est limitatif quand même. On peut acheter facilement. On n'a pas à créer son wallet. On n'a pas à connecter son wallet. Pour beaucoup, c'est difficile. Pour beaucoup, c'est quelque chose de nouveau et pas d'intuitif. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'immobilier. Donc, on opte pour le walletless. Et tout ça est fait dans le background. Ceci dit, je comprends que certains membres de la communauté ou de n'importe quelle communauté peuvent avoir eu des difficultés. Ça aussi, ça va disparaître. Il y a ce qu'on appelle, ça fait partie des projets pour 2024, il y a une technologie qui est survenue, qui est apparue qui vient de Vitalik Buterin, donc d'Ethereum, qui s'appelle l'Abstract Count. Et ça va permettre d'utiliser son email des réseaux sociaux, par exemple, son email Gmail ou Facebook ou peu importe, pour créer son compte sur Ilti. Et utiliser ça. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire, on fait simplement ça et on a son wallet, on a tout avec son adresse email. On est en train de le développer. On est en plein développement et c'est imminent. Bon, le diable est toujours dans les détails. Mais ça fait partie des autres choses qui arrivent en 2024. Donc ça, toute cette difficulté-là va disparaître. Mon conseil, pour quelqu'un qui démarre, c'est de se lancer, d'aller sur le site. S'il y a des problèmes, on a une communauté bienveillante sur notre chaîne Telegram qui va aider. On a notre petite bulle d'aide. C'est pas si compliqué. Au début, peut-être qu'il faudra pas 5 minutes ou 3 secondes, peut-être qu'il faudra 20 minutes au tout début. Faites-le, mettez le pied à l'étrier. Ça vous plaît pas, c'est liquide. Vous pouvez revendre. Mais je parie sur le fait que ça va vous plaire. On distribue les revenus nets toutes les semaines et on le voit grandir comme ça. Lancez-vous. Quel est le risque? Quel est le risque? Ça, c'est sûr que c'est un gros point positif en parallèle. Bon, après, c'est vrai que c'est un plaisir, c'est mental potentiellement, mais le fait de recevoir, voilà, tous les lundis, ces revenus, on n'a pas ça en crowdfunding immobilier. On peut recevoir, voilà, dans certains cas, des intérêts mensuels. L'immobilier fractionné aussi, c'est plutôt mensuel. Effectivement, là, toutes les semaines, on peut voilà, recevoir ses loyers, les réinvestir sur le RMM ou dans des propriétés également de réinvestissement. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses intéressantes. Et moi, personnellement, voilà, c'est ça que je trouve très intéressant sur Ilti, c'est tout ce potentiel de fonctions, le YAM, le RMM, propriété de La réinvestissement et propriété de pas mal de réinvestissement. choses. Et, oui. Ça paraît idiot, la propriété de réinvestissement, après tout, parce qu'on dit, bah, moi, avec mon argent, je peux racheter d'autres tokens directement. Mais là, c'est des propriétés qui sont ciblées, qu'on ne peut acheter qu'avec les revenus. C'est automatisé. Et ainsi, dans l'immobilier, on a des revenus directs. Mais en faisant ce petit exercice d'investir ses revenus dans une autre propriété de réinvestissement, on a des revenus composés. Rien que ça, c'est très puissant. On multiplie à ça avec une fréquence élevée des revenus, ce qu'on appelle grand N dans les formules financières. Cette fréquence est très importante. Elle permet aussi d'optimiser son revenu. Ce qui fait que si on voit un revenu net espéré, la cible de 9%, en fait, avec tous les outils qui existent aujourd'hui, maison de réinvestissement, le YAM, par exemple, si on utilise les deux, on peut aller chercher nettement plus. Nettement plus. Donc, j'encourage les gens à faire d'abord acheter un token, à voir à quoi ça ressemble. Si ça plaît, tant mieux. Et après, si jamais on se dit, bon, bah, finalement, c'est quelque chose que j'aime bien, creuser. C'est un écosystème riche. Il y a un aspect un peu gamification, voilà, quelque chose qui pousse, voilà, de découvert, de potentiel d'outils, de boîte à outils, en fait. Voilà. Assez L'interface n'est intéressant. pas du tout gamifiée. Pour nous, l'immobilier, l'investissement, c'est Oui. quelque chose de sérieux. Mais les outils sont, à quelque part, oui, je reconnais que moi aussi, de temps en temps, je me prends au jeu, justement. Super. Écoute, j'ai balayé un petit peu toutes les questions que je voulais te poser. Encore merci, voilà, d'avoir accepté voilà, cette interview.
Puis je vais te laisser le mot de la fin sur les perspectives, voilà, peut-être au-delà de 2025, 2026. Quelle est votre cible un petit peu ultime? Est-ce que c'est vraiment d'accéder à une tokenisation globale, mondiale, d'aller bien plus loin sur d'autres continents, au-delà de l'Europe aussi? Quelle est un petit peu votre ambition pour les 5 années à venir? Donc, merci beaucoup. D'abord, c'est un plaisir d'être là. Et pour le mot de la fin, je voudrais dire que le but premier de Realty, c'est de développer la technologie, certes, mais d'internationaliser le sourcing de l'immobilier et de grandir vers d'autres types d'actifs à tokeniser en partenariat avec des experts dans leur domaine. Que ce soit l'art ou que ce soit d'autres types d'actifs, nous avons la technologie, nous avons les process, nous avons les équipes pour pouvoir tokeniser presque tout. Alors, quand on parlait de tokenisation 2019, tout le monde nous regardait avec des yeux en spirale en disant c'est quoi ce gadget et c'est pas sérieux. Quand Larry Fink de BlackRock dit que le futur est à la tokenisation et que l'ETF Bitcoin n'est que le premier pas sur un tremplin qu'est la tokenisation et que tout sera tokenisé sur blockchain, tous les actifs du monde, là on le prend au sérieux. Je vous assure que Realty est bien placé. Suivez-nous et c'est vrai, je pense que d'ici très rapidement, tout sera tokenisé et Realty a déjà un écosystème riche qui permet de tirer avantage de cette tokenisation immédiatement. Voilà. Super, ça sera le mot de la fin. Merci encore d'être intervenu. Et puis je te dis à bientôt. Merci À Jean-Marc. bientôt. Merci beaucoup, Laurent. C'était un grand plaisir. Et merci à tous.